Bonjour à tous pour cette conférence sous une bannière 4.0, en l'occurrence l'entrepôt 4.0. Je vous en livre non pas les clés, mais le titre. Donc Maton, spécialiste de la vente en ligne d'articles de cuisine, qui robotise ou qui a robotisé son picking avec Boa Concept. Et je vous présente donc les deux intervenants. On a d'un côté Cyril Rebraillant, qui est le directeur SI et Supply Chain de maton.fr, et Patrice Henrion, qui est directeur général de Boa Concept. Messieurs, je vous laisse l'estrade. À vous. Merci Jean-Luc. Ça m'évitera en plus de d'écorcher le nom de famille de Cyril. Donc bienvenue à toutes et à tous. Merci de participer à cet atelier. On va essayer de vous brosser ce qu'on a développé autour de la notion de picking. C'est un sujet un peu fourre-tout, un peu bateau. Et on va essayer de vous démontrer ce qu'il est aujourd'hui possible de faire, ce qu'on peut envisager de faire. Donc merci à Cyril de se joindre à moi pour cette présentation. C'est toujours intéressant d'avoir des clients et des gens avec qui on peut travailler pour pouvoir avancer sur ces thématiques. L'idée n'est pas de vous faire une présentation hors sol, une présentation théorique, mais l'idée n'est pas non plus de vous faire une autopromotion en expliquant qu'on fait tout parfaitement, efficacement. L'idée, c'est que vous puissiez ressortir de cet atelier avec des idées de ce qui est envisageable, faisable, projetable dans vos entrepôts, dans vos activités, de manière rationnelle. Et derrière, de poursuivre les discussions autour des robots, puisqu'on est venu avec un robot aujourd'hui sur le stand, et avancer efficacement comme ça. Je te laisse, Cyril, te présenter, quelques mots, présenter Maton. Tout à fait, merci. Alors, je suis Cyril Rebraillant, je suis le directeur SI et Supply Chain de la société Maton. C'est une société qui a été créée en 89, donc une vieille entreprise. On a commencé par faire de la vente par correspondance sur catalogue. C'est une activité qu'on a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est principalement un site web qui fait une vingtaine de millions d'euros environ. C'est 400 000 colis par an. Voilà, on a notre logistique en propre, on a environ 6000 produits et on a surtout une typologie produit qui est très compliquée, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui on expédie en France et en Europe, on devrait expédier dans le monde normalement l'année prochaine si tout va bien, l'année d'après peut-être. Et voilà. Merci Cyril. On a choisi de faire cet atelier avec une société comme maton.fr tout simplement parce que je vais le faire de manière un peu triviale, c'est l'emmerdement maximum en picking. De tout, des trucs durs, des trucs mous, des packaging qui ressemblent à rien. Et je remercie au passage les gens de la robotique chez nous parce qu'ils se sont prêtés au jeu. Et l'idée, c'était de se dire avec un tel niveau d'emmerdement, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de picking. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Boa Concept, ça reste une jeune entreprise créée en 2012, une entreprise stéphanoise. On produit en France nos systèmes. On a été connu initialement par des solutions de transitique intelligentes, décentralisées, sans automate, sans baie de brassage, conçues sous la forme de trains électriques, ce qui nous permettait d'adresser de manière très modulaire des entrepôts de e-commerce, de logistique. Donc les années ont passé, on est aujourd'hui présent dans 10 pays, on a 150 sites en exploitation. On adresse une clientèle de e-commerçants, on adresse une clientèle de logisticiens et on a une frange également d'industriels qui utilisent nos solutions. Donc on produit nos solutions de transitique, on produit nos solutions de robotique depuis qu'on a intégré la société Roboptique il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et l'idée, c'est de continuer à pousser ces solutions au sein de l'entrepôt. Nous sommes des spécialistes de l'intralogistique. Donc notre métier commence quand un camion arrive dans un entrepôt ou sortie de chaîne de production et il s'arrête quand on expédie des commandes à l'autre bout de la chaîne. Donc réception, entrée en stock, préparation de commandes, packing, tri, enfin toutes les activités que vous connaissez. Et on a notre casquette à la fois d'industriel, puisqu'on produit en France, on produit sur la région de Saint-Étienne, et on a notre casquette d'intégrateur, puisqu'il y a certaines technologies qui sont produites par des sociétés qui sont présentes aujourd'hui, qu'on vient intégrer dans nos lignes. Donc le principe Boa Concept, c'est d'avoir vraiment un ADN très informatique. On a une culture très informatique. Nous ne sommes pas des mécaniciens qui nous informatisons, nous sommes plutôt des informaticiens qui créons des solutions automatisées. Et c'est dans cette optique qu'on parle de solutions de picking. Et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi le picking au-delà du robot. Parce qu'on voit un robot quand on parle de picking, la réalité pratique du picking, finalement, ce n'est pas le robot, c'est ce qu'on a autour et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer cet après-midi, dans le peu de temps que nous avons. Donc,
merci pour le côté 4.0 de la position de la société. Quand on parle de picking, en fait, on est sur une activité qui est assez... on va faire une grande rétrospective de ce qu'est la préparation ou le picking robotisé. Mais on fait un métier qui est un peu schizophrène. Ça fait 20 ans, 30 ans, quelle que soit la technologie qu'on déploie, finalement, on cherche à amener les charges, les produits, les contenants vers l'opérateur. On appelle ça du goods to man, du goods to person, peu importe. Mais in fine, qu'on le fasse avec des robots, qu'on le fasse avec des convoyeurs, qu'on le fasse avec quelle que soit la solution, on finit par ramener vers l'opérateur des articles. Ça, officiellement, la version, ça permet d'éviter de faire des dizaines de kilomètres dans un entrepôt. C'est très bien, c'est très salutaire. La vérité pratique, c'est aussi qu'un temps de déplacement est un temps non productif. Donc, quelque part, on cherche à réduire ces temps non productifs dans l'entrepôt. Et on a déployé des technologies, on est tous collectivement très orientés informatique, très orientés soft, mais on est en train de recréer petit à petit un peu le Charlie Chaplin de l'entrepôt, puisqu'on rapproche les charges des opérateurs, on multiplie les mouvements finalement de déplacement de charge. Et notre conviction, c'est que la notion de picking robotisé est destinée finalement à remplacer ce geste qui a peu de valeur ajoutée, qui consiste simplement à prendre une charge d'un côté pour la mettre dans un autre contenant. Que ce soit le produit d'un bac à un autre, d'un bac à un contenant d'expédition, d'un bac à un sachet, peu importe. C'est d'éviter d'avoir ce geste-là pour plein de raisons. D'une part, il a peu de valeur ajoutée. On a de plus en plus de mal dans vos entrepôts, vous avez de plus en plus de mal à trouver des gens qui veulent le faire, parce que ce n'est pas extrêmement épanouissant comme métier. Et il y a de la pénibilité derrière tout ça, la répétition des gestes. Donc la naissance du picking robotisé, finalement, c'est la continuité logique de tout ce qu'on a déployé dans les entrepôts depuis des années, depuis le début des années 90. Et la conviction qu'on porte aujourd'hui, c'est de se dire, on a quelque chose devant nous qui va nous obliger collectivement à travailler cette dimension. Je surveille le temps parce que mes collègues me savent bavard. La robotique, le picking, le fait d'avoir un bras robotisé, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que dans les industries automobiles, on a des robots qui prennent des portières, qui les mettent dans une voiture. La difficulté, c'est de transposer cette notion de robot dans un monde qui est incertain. Le monde de la logistique est incertain sur tout un tas de facteurs. On ne maîtrise pas les charges. Peu d'entre vous produisent les produits dont ils assurent la logistique. Donc on a des incertitudes sur le packaging, on a des incertitudes sur les fréquences, sur les cadences. Et on a impossibilité quelque part de répliquer un mouvement strictement identique d'un produit à l'autre, d'une journée à l'autre. Donc la notion de robotisation dans l'industrie est vieille de 30 ans, j'ai envie de dire. La notion de robotique dans la logistique est beaucoup plus difficile à déployer, tout simplement parce qu'on a ce côté hétérogène des charges. Et j'ai vu que ça vous faisait sourire, mais quand je parle d'emmerdement maximum dans des produits comme Maton, oui, on ne travaille pas une casserole, puis un moule, puis une passoire, puis une cuillère ou je ne sais quoi, de la même façon. Donc notre objectif est vraiment de travailler ce sujet de picking robotisé en l'adaptant au monde de la logistique. Et ce n'est pas une transposition simple et directe de ce qu'on fait pour l'industrie, c'est une adaptation à des process de logistique. Et puisqu'on parle process, je vais te laisser continuer sur les process Maton et je reviendrai sur la spécificité des solutions de picking qu'on a pu adresser à Maton. Alors effectivement, nous, on a déjà, pour parler de typologie produit, on peut avoir des produits qui sont légers, très légers, de quelques grammes, quelques dizaines de grammes, à des produits qui sont plutôt lourds pour un traitement logistique, de quelques kilos, ça peut être 5, 6, 7, 8 kilos. Donc voilà, on ne va pas les traiter de la même manière et c'est très compliqué. On aimerait les traiter de la même manière, mais on ne peut pas. On a des formes qui sont très différentes. On a des choses qui sont emballées dans des boîtes parallélépipédiques. On a des choses qui ne sont pas emballées. Prenez une fourchette, une cuillère. Prenez une cocotte qui a un couvercle qui est juste fixé. Voilà, c'est très compliqué de gérer. Donc nous, c'est comme Patrice le dit, c'est la galère sur beaucoup de sujets. Par exemple, l'emballage. On fait de l'emballage 3D aujourd'hui. C'est assez compliqué parce qu'on a quand même du vide. On a quand même des manches qui dépassent très souvent. On a beaucoup de défis en fait avec la typologie de produits qu'on a aujourd'hui. Donc nous, en termes de logistique, on a informatisé ça, c'est pas très vieux, on fait de la logistique depuis 30 ans, mais c'est informatisé que depuis 2016. On est passé sur un emballage 3D il y a quelques années, il y a 2 ans environ. Il y a 2 ans. Et on a une garde-tri, super garde-tri BOA, qui marche très bien. Voilà. Et on est en train de voir les solutions futures, comment on pourrait améliorer les process, comment on pourrait
par ce biais-là aussi réduire les problèmes de recrutement qu'on peut avoir, parce que ça fait partie un petit peu aussi de tout ça. C'est pas que des process logistiques, c'est un ensemble de choses en fait. Et cette expérience, j'ai envie de dire, c'est un peu expérimental, devrait nous amener peut-être à trouver des solutions pour simplifier certaines tâches, pour les rendre plus productives, pour les rendre plus simples et moins pénibles. Ok, merci Cyril. Ce qui est intéressant dans cette perspective de développement, c'est que malgré une taille croissante, mais une taille qui reste raisonnable sur une activité de e-commerce, puisqu'on parle de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Un peu plus, oui. Un peu plus aujourd'hui. La société a toujours avancé dans des investissements assez précurseurs, avec des financements de machines 3D il y a 2 ans, sur des investissements qui étaient assez ambitieux pour la société. Donc, quand on redescend sur l'opération de picking pur, la conviction, et là on va arriver dans le très très concret, c'est de se dire aujourd'hui, quand on parle de picking robotisé en entrepôt, on parle de cadence et on parle de performance, de réussite du geste en fait, de réussite de la prise. Donc maintenant, on a un parti pris chez BOA, c'est de se dire le 100% de réussite, là où l'industrie automobile est condamnée à accrocher 100% des portières correctement sur la voiture. C'est préférable au quotidien. Le 100% de réussite dans nos métiers, il n'est pas atteignable. Tout simplement parce que quand on parle de ramasse hétérogène, quand on parle de cas de figure un peu particuliers, viser un 100% de réussite du mouvement de prise n'est pas possible. Et on peut se faire plaisir en cherchant à l'atteindre, mais on est dans un métier où on va chercher à être malin finalement dans la logistique et de se dire, le 100% étant inatteignable, à quel endroit on met un curseur finalement qui rend crédible un investissement en robotisation et en robotisation de picking. Le parti pris qu'on a développé chez BOA avec Maton, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait? On vise le 98, 99. Aujourd'hui, en robotisation, très objectivement, tout est faisable. Je caricature en disant que le 100% n'est pas possible, mais Philippe, le patron de Roboptique, nous dirait que le 99,999, il est envisageable. On prend un bac, on le retourne, on met des tables vibrantes, on essaye 54 fois de prendre le produit, on y arrivera toujours au bout d'un moment. Simplement, soit ça va être très long, soit ça va être très cher. Donc pas achetable. Je ne parle même pas de pas vendable, mais pas achetable. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le contre-pied qui a été pris dans les technologies qu'on a développées pour Maton, c'est de se dire, ne visons pas le 100%, ne visons pas la capacité finalement à faire le maximum de prise, visons le meilleur ratio investissement-réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les solutions qu'on a déployées pour Maton.fr, quand on va venir faire du prélèvement robotisé dans les bacs, on ne sait pas ce qu'il y a dans le bac, on ne sait pas comment ça a été rangé, on ne connaît pas l'article qu'on va chercher à attraper. On va simplement sur un plan technique, je suis désolé pour le raccourci Philippe, mais on ne peut pas tout dire non plus, on va faire un nuage de points à l'intérieur d'un bac qui a été rempli à la volée par un opérateur, qui n'a rien classé dans un bac, et sur lequel on va finalement, avec un nuage de points, sans connaître les articles, identifier des zones de prise potentielles, prendre à l'aide d'un préhenseur assez classique en termes de ventouse, bon, calcul de collision et autres, mais on va venir chercher un article, on va attraper cet article, on ne sait pas encore ce que c'est, on va prendre cet article, si jamais on attrape un code barre, on va le lire en même temps qu'on l'attrape, et si jamais on attrape un article, on va le tirer du carton et on va venir le passer sous des organes de lecture qui vont nous permettre d'attraper le code barre, un D ou 2D, ou qu'il soit sur le produit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrivera... Et c'est le cas chez Maton, on n'arrivera jamais à faire du 95, 98, tout simplement parce que pour le faire, ça serait beaucoup trop onéreux. Donc on va chercher à avoir, encore une fois, le meilleur ratio investissement, retour sur investissement. Et typiquement, avec une typologie avec de la casserole, avec du... désolé. Une typologie avec de la casserole, avec du moule, avec de la passoire. Pour ceux qui sont passés sur les stands tout à l'heure, avec des produits entourés de blisters, des produits transparents, etc., on est sur des taux de réussite qui sont de l'ordre de 80, 85, 90. Si vous vous amusez à passer sur le stand, vous verrez que ça marche la majorité du temps, mais ça ne marche pas à 100%. Et l'objectif est bien celui-ci, c'est-à-dire d'attraper un produit qu'on ne connaît pas pour le déplacer vers un autre contenant en le lisant au passage, et on fait un dernier contrôle qui est un contrôle pondéral une fois qu'on l'a posé pour être certain qu'on n'a pas pris deux. Et c'est ce qui nous différencie des solutions de picking qui existent aujourd'hui, parce que la manière de piquer est encore une fois très variable suivant les convictions des uns et des autres. Nous, on considère que dans notre monde, vous n'avez pas la main sur le packaging, vous n'avez pas la main sur tout un tas de sujets. Quand vous êtes prestataire, j'en parle même pas, mais y compris quand vous êtes en propre sur vos propres produits, il vous manque pas mal de briques pour vous assurer finalement d'avoir le produit parfait, rangé comme vous l'entendez. Donc, on ne parle pas ici de robotique, de picking, derrière du stockage automatisé avec des bacs ou des palettes parfaitement rangées avec un plan de palette facile à attraper.
on parle d'un joli bordel dans un bac qu'on va chercher à vider au maximum. D'ailleurs, et si on y arrive à faire 100%, c'est très bien. Si on arrive à faire que 90, 95, c'est très bien aussi. Le reste sera traité en manuel. Pourquoi ? Parce qu'on considère que dans les zones robotisées, dans les entrepôts dans lesquels on travaille aujourd'hui, on a toujours des opérateurs. Et des opérateurs qui vont traiter l'anomalie, qui vont traiter le réappro de la machine, qui vont traiter tout ce qui se fait autour des engins robotisés ou automatisés. Et cet opérateur, on a intérêt à lui faire traiter l'anomalie de picking robotisée, qu'elle fasse 2% ou 7%, de toute façon, son salaire mensuel sera le même. Et on aura plutôt un opérateur qui sera plus utilisé sur ce principe-là. Tu peux peut-être nous dire quelques mots sur les cas de figure envisagés post-ramasse global sur les solutions de picking avec une optique robotisée ? Tout à fait. Donc aujourd'hui, nos process, en fait, ils sont relativement courants. On n'a pas réinventé la roue. On a une sélection de 6000 références environ, comme je le disais. Donc ça nous permet de faire de la ramasse sans faire de ruchage, ce que vous connaissez certainement tous. Donc on fait du précolisage principalement, pour parler un petit peu de nos flux. L'objectif un petit peu de cette partie robotique, c'est effectivement de réduire le temps de préparation de commande, de manière générale, parce que c'est sur 400 000 colis, quelques secondes de gagné, c'est multiplié par 400 000 colis par an. C'est éviter la rupture de charge, donc assurer un flux continu pour alimenter une machine d'emballage 3D, parce que quand elle n'a plus à manger, elle ne fait plus rien, elle tourne dans le vide, ça ne sert un peu à rien. Ça permettrait de combler les vides qui peuvent être faits par les opérateurs. Et évidemment, supprimer les tâches répétitives pour limiter tout ce qu'on peut avoir comme problématique au niveau des opérateurs, de faire tout le temps les mêmes gestes répétitifs. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut quand même faire attention à ça sur les... Il faut faire attention aux gens, en fait. C'est important. C'est important. On a quand même besoin, on a beau robotiser ou automatiser, on a toujours besoin, et fort heureusement, des collaborateurs en entreprise. Donc en fait, tout l'intérêt des solutions robotiques et pourquoi un partenariat de ce type, c'est parce qu'on considère que dans notre devoir de conseil, ces solutions sont nouvelles sur le marché. Merci au passage d'être nombreux sur la conférence. Ça veut dire qu'il y a un intérêt sur le côté picking. Vous n'êtes pas tous en parfaite conscience de ce qui est faisable aujourd'hui et de ce qui ne l'est pas. Vous avez l'intuition de ce qu'on peut imaginer en termes de picking, mais la réalité opérationnelle fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de discours, beaucoup de showrooms, beaucoup de vidéos, beaucoup de posts LinkedIn où on voit des robots de picking. Si je m'amuse à un petit sondage, qui en a vu tourner un efficace en entrepôt aujourd'hui dans cette salle ? Sur de la charge hétérogène, on a 2 personnes sur, on va dire, 70. Donc ça veut dire que c'est une techno, et on a des sachants dans la salle. Donc ça veut dire que c'est une techno qui est je suis convaincu que moi aujourd'hui qu'on a un océan bleu devant nous là-dessus, et c'est une techno qui sera inévitable dans les évolutions de nos entrepôts. Donc quand on parle de dernier maillon de la chaîne de préparation de commandes, je l'expliquais tout à l'heure, c'est parce qu'on considère que c'est quelque chose qu'on doit faire disparaître dans le mouvement d'opérateurs de dernière ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la robotique derrière le picking, on voit tous un robot. Le robot, il n'y a pas de vendeur de robots dans la salle. C'est une danseuse, le robot, quelque part. La marque du robot qu'on va mettre derrière, ce n'est pas réellement le sujet. On voit un robot 3 axes, 4 axes, 5 axes, 6 axes s'il y a un poignet, 7 si on le fait déplacer, peu importe. Mais le robot en lui-même, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le véritable savoir-faire, il porte sur la vision. Qu'est-ce qu'on va faire en termes de compréhension de l'image qu'on est en train d'acquérir, et il va porter sur la préhension. Et finalement, qu'on ait un robot, je ne vais pas citer forcément de marque, mais vous connaissez les grandes marques, les distributeurs de robots, le savoir-faire va plutôt porter sur la partie algorithme de reconnaissance et sur la partie préhension. Et c'est sur ces 2 thématiques qu'on va être en capacité de déployer des solutions dans des contextes très particuliers. Aujourd'hui, un Boa Concept équipe, je prends souvent le même exemple, mais quand on lance un POC chez Maton avec la typologie de produit, on sait que ça va être plus compliqué qu'avec meslentilles-moins-chères.com. Pour ceux qui portent des lentilles, c'est la même boîte chez tout le monde, c'est facile à lire, c'est facile à attraper. C'est pas compliqué. Et ça marche très très bien. Et là, on est en droit d'attendre un 99, quelque chose de succès.
Toute la difficulté aujourd'hui, c'est de faire coller les systèmes automatisés à la réalité opérationnelle d'un entrepôt. Et c'est là où on a potentiellement des enjeux et des choses à gagner. Donc, tout l'objectif de ces solutions de picking, encore une fois, c'est d'arriver, je partirai sur des cas concrets, et puis on a quelques vidéos, quelques rushs derrière, tout l'objectif, c'est d'arriver à associer finalement une problématique et une contrainte métier, une contrainte opérationnelle. Vous n'avez pas tous des entrepôts flambant neufs avec une zone sécurisée qu'on peut dédier à l'entrepôt, qu'on peut dédier à la robotisation. Et on a des réalités de marché, si je puis dire, qu'on se doit d'adresser le plus efficacement possible. Est-ce que tu veux parler de ce que tu as vu en rush ou je continue? C'est toi qui choisis. Alors je continue. Quand on a lancé ces tests, on l'a lancé un peu sans filet. Donc, pour se prêter au jeu, j'ai demandé à Cyril de nous envoyer des exemples de tous ces produits qui pouvaient poser problème ou qui étaient adressés de manière mono ou multi dans une machine. Il a joué le jeu presque un petit peu trop. J'ai pas été très sympa. En m'envoyant des égouttoirs, ou en m'envoyant des trucs un peu atypiques. Je dis non, notre métier dans l'automatisation, c'est ce que vous faites vous au quotidien. On a déjà un premier filtre côté WMS. Qu'est-ce qui est automatisable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça a toujours été. Et l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, quand on parle de picking robotisé, on aura toujours cette préoccupation. Quand on est chez des Motoblues avec qui j'ai animé un atelier l'année dernière, on ne fait pas cohabiter de la même façon une chaîne de moto et un t-shirt. Et au même titre qu'en robotisation au picking, on aura cette couche soft qui nous dira il y a une partie de votre activité qui est robotisable et cette partie augmente de plus en plus, tout simplement parce que les capteurs et les préhenseurs augmentent en finesse, en qualité, en technicité assez régulièrement. Puis il y a une partie qui ne le sera pas, et qui ne le sera peut-être jamais. Encore une fois, qui ne le sera jamais de manière rationnelle sur le plan économique. On n'a pas aujourd'hui un acteur dans la salle qui, les temps sont plus compliqués que post-Covid, il n'y a pas un acteur qui va me dire arrêtez de me parler de ROI, peu importe combien ça coûte, je veux l'automatiser. Ça peut arriver très ponctuellement dans des activités où on a un danger de manipulation, où on a des TMS qui explosent, mais dans l'immense majorité des cas, le facteur économique reste un facteur de décision important. Ce n'est pas le seul, mais ça reste un facteur de décision important. Donc l'idée, c'est d'assurer des choses côté produits hétérogènes, c'est d'assurer une certaine continuité d'activité. Quand on parle picking, on parle également de travail en temps masqué, on parle de travail de nuit. Je ne sais pas si certains d'entre vous dirigent les entrepôts, mais le poste de jour ou les deux postes de jour sont assez faciles à staffer, à encadrer. Le poste de nuit est compliqué, faire du 24-24 c'est très compliqué. Nous on part du principe que le 24-24, dans la majorité des cas, est un modèle qui permet de traiter les pointes, mais sur le gros de l'activité, si on peut se passer du poste de nuit, on se passe du poste de nuit. Ça veut dire qu'on peut faire travailler nos robots de picking en temps masqué avant que les opérateurs arrivent. Et finalement, préparer X pourcentage des commandes à expédier en matinée avant que les opérateurs arrivent. Et les opérateurs arrivent pour traiter de l'anomalie. Ça nous permet de changer et d'optimiser différemment le flux de traitement de commandes. Est-ce que tu veux dire un mot sur le packing 3D côté CMC? Oui, tout à fait. Déjà, un premier point sur lequel tu as totalement raison, c'est qu'on ne peut pas traiter 100% des flux avec les mêmes choses. Typiquement, le bras robotisé ne pourra pas traiter 100% de nos produits. C'est pas possible. Il y en a qui seront trop lourds, il y en a qui seront trop fragiles. Et de la même manière que notre machine 3D ne peut pas traiter 100% des produits non plus. C'est environ 80% de l'activité qui passe par cette machine. Nous, on voulait se servir de ce bras robotisé. L'idée qu'on a eue, c'est de s'en servir principalement pour, en sortie de ramasse globale sur nos articles, nos commandes mono-référence, c'est de pouvoir prendre le produit, le scanner et de le mettre sur notre machine pour que ce soit emballé automatiquement. Et ce, avec une détection peut-être en amont, pour que on a des opérateurs aussi qui sont sur cette machine qui vont pousser des produits, qui vont pousser des commandes. Et dès qu'il y a un trou, que le robot puisse mettre au bon endroit, au bon moment, de manière à garder la machine chargée. Alors, plutôt que parler application, je terminerai peut-être pas ça. J'ai pas la vidéo, on n'a pas le rush vidéo. Bon, alors je vous inviterai à venir voir le rush vidéo côté stand. C'est quel numéro de stand, on le sait? B
B30. B30. En B30, on vous fait une démo. Et si un jour vous avez envie de vous frotter à ce sujet avec vos propres produits, on fait des journées portes ouvertes tous les mois, toutes les 6 semaines. Et on aime bien jouer ce côté laboratoire. Les grands usages du picking robotisé, j'en ai mis 3 ici, il y en a potentiellement d'autres. C'est effectivement de l'injection côté machine de packing, principalement mono, même si, encore une fois, le multi intellectuellement est envisageable. Il nécessite de faire un Tetris que l'œil humain fait encore très bien et très vite. Donc le faire à sa place, on y arrivera, mais sur des produits hétérogènes, je pense que c'est encore un step qui n'est pas rationnel sur le plan économique. Mais l'injection de produits mono, qu'on soit dans du packing, réduction de hauteur, des poses de coiffe classiques ou dans du packing 3D, c'est des choses qui sont opérationnelles, c'est des choses qui fonctionnent bien. La notion d'éclatement et de consolidation, certains d'entre vous sont dans ces activités. Le full auto existe en entrepôt. Il n'est pas majoritaire. On a également des entreprises qui font, pour des raisons de nombre de lignes de commande, de la ramasse globale, de la ramasse mono, de la ramasse multi, et qui ont certes une obligation finalement d'avoir une rupture de charge par de la consolidation, par du rucher. Cette opération-là, on n'aime pas les ruptures de charge dans nos métiers. C'est une perte de temps, c'est pas recevable. Les 3PL font la chasse à ces ruptures de charge, mais cette rupture de charge, si elle est automatisée, eh ben, elle disparaît quelque part. Et le fait de faire disparaître cette rupture de charge dans les consolidations, c'est quelque chose qu'on considère comme une véritable opportunité finalement d'avoir des entrepôts semi-automatisés ou automatisés à d'autres points. Historiquement, on n'automatisait pas ces sujets de picking, justement parce qu'on préférait affecter les financements sur d'autres activités. Et je terminerai sur les applications nombreuses. Vous maîtrisez régulièrement ce que vous envoyez. Vous maîtrisez très rarement ce qui revient, sauf si vous avez fait l'effort de penser votre packing, votre packaging avec la capacité à faire du retour, etc. Et quand vous renvoyez, vous, en tant que consommateur, un produit, vous faites comme tout le monde, hein, vous prenez la boîte à chaussures qui traîne dans le garage, vous prenez le carton de vin que vous avez fini le week-end dernier, vous l'entourez de scotch et vous balancez ça en termes de retour. En fait, en termes de reverse, on a de plus en plus, et c'est tendanciel et ça continuera, on rattrapera les standards anglo-saxons sur ces sujets, les opérations de reverse sont des opérations qui font cohabiter les mêmes problématiques, c'est-à-dire des problématiques de vision, des problématiques de préhension, parce qu'on a une grande hétérogénéité des produits qui reviennent. Et je considère que le dévraquage de produits en retour sont des opérations qui seront intéressantes à automatiser de cette façon-là, parce qu'on va gagner beaucoup en termes de productivité. Vous êtes sur des activités qui ont peu de retour, on fait en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup. Quand vous êtes dans le fashion ou des choses comme ça, vous en avez, et ça fait partie même parfois du modèle, le try at home, le pay later, c'est des sujets qui sont assez classiques. Donc on est vraiment sur des applications qui sont naissantes. Ce qui tourne, et encore une fois, vous viendrez voir sur le stand le robot et les rushs vidéo. Pourquoi on ne les projette pas là? Parce que tout simplement, les choses sont filmées, il y a quelques secrets de fabrique derrière, on vous en parlera plus efficacement sur le stand. Mais l'idée est bien de projeter ces opérations de picking. Je fais une petite digression avant la conclusion et avant les questions-réponses. On a des sujets de sécurité que j'ai éludés forcément, volontairement dans la présentation. Il faut que je me mette là, sinon je vais me faire engueuler. On a des sujets de sécurité que j'élude, tout simplement parce qu'on arrive aujourd'hui à faire tourner des solutions, soit en mode collaboratif, soit en mode complètement sécurisé, grillagé. Et j'ai personnellement pas de conviction profonde dans la matière, si ce n'est que la sécurité, ça reste l'article 1, évidemment. Mais aujourd'hui, on a tout à fait la possibilité de faire cohabiter des robots, dès lors que la cadence et la vitesse qu'on met derrière ne mettent pas en danger les opérateurs. Et dès lors que le poids et la cadence nécessitent de grillager les zones, on les grillage, et à la limite, on ne cherche pas finalement à faire aux technologies ce pourquoi elles ne sont pas conçues, mais c'est bien une problématique qu'il faut prendre en compte dans chaque déploiement. Et la phase qu'on va ouvrir chez Maton portera sur ce sujet-là, comment on fait cohabiter dans des zones ponctuelles et des robots et des hommes. Là où ça devient un peu naturel chez vous, peut-être de faire cohabiter de l'AMR, du philo-guidé, de la GV, etc. La problématique de sécurisation qui va envahir nos entrepôts portera beaucoup sur des robots de ce type. Parce que finalement, un petit AMR qui traîne une petite charge, vous prenez un petit risque. Un gros bras robotisé 5 axes qui traîne une grosse charge un peu vite, prenez un gros risque quand même. Donc il faut véritablement dans les déploiements avoir cette problématique de sécurité en tête. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant le côté questions-réponses? C'est bon.
Jean-Luc ou la salle, est-ce qu'il y a des sujets Alors Jean-Luc, il est dans l'autre salle. Pardon. Moi, c'est Maxime. Maxime, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. J'aurais bien voulu voir le robot préhenseur essayer de saisir un égouttoir. Alors les gouttoirs, on est joueur, on l'a amené et il tourne sur le stand. D'accord, j'ai pas Égouttoir encore eu le temps d'aller en voir. blister transparent. Le truc qui rend aveugle 95% des systèmes de vision déployés aujourd'hui. Donc il tourne et on arrive à le changer de bac avec un taux de succès qui est au-dessus des 90%. Donc j'irai voir. Y a-t-il des questions du côté de la salle? Quelqu'un qui se projette dans un équipement, qui doute de la faisabilité de la chose? Est-ce que... non. Ah, si. La première question est toujours la plus difficile, donc merci. Quoique je devrais dire merci après la question, parce qu'on ne sait jamais. Je vous en prie, avec plaisir. On disait qu'aujourd'hui, sur le mixte produit, vous faites une déclaration possible, pas possible avec le WMS. Est-ce que c'est à coquiner à l'existence ou pas d'un code à barre sur le produit? Alors, dans le monde dans lequel nous travaillons et dans lequel nous nous estimons efficaces, tous les produits sont code barrés parce qu'on ne travaille pas le produit brut. Donc on a toujours un suremballage. Il peut être un peu pénible à manipuler, ça peut être du blister mou, ça peut être pas mal de choses. Par contre, le produit est code barré ou avec une puce RFID quelque part, mais on doit l'identifier parce qu'à un moment donné, notre métier est de faire de l'association contenant-produit quelque part. On expédie, donc il faut qu'on puisse associer ces choses-là. Dans de rares cas, on pourrait imaginer peu de ref et voir à la ref que c'est finalement tel article. Ça reste une théorie. Dans notre monde, les produits sont identifiés. Mais ils ne sont pas identifiés au préalable. C'est-à-dire quand le robot va les attraper, on ne sait pas ce qu'on attrape. C'est post-préhension qu'on, par l'association et la lecture du code, on dit c'est tel produit, donc je vais l'associer à telle commande, et on fait un check par la pesée quand les produits se prêtent au contrôle pondéral, mais de la même façon que sur un process de préparation de commande plus classique. Vous devriez avoir quelques doutes sur des typologies d'articles ou autres, donc n'hésitez pas, il n'y a pas de question piège. Est-ce que quelqu'un veut savoir combien ça coûte? Moi Non, c'est toujours une question taboue, parce qu'encore une fois, la robotisation, on peut tout faire. Et encore une fois, c'est à quel moment on trouve un ROI sur les investissements. Aujourd'hui, quand vous cherchez de la très haute cadence, vous avez des robots qui valent un demi-million d'euros, qui font un mouvement parfaitement répétable. Vous vous faites opérer des yeux avec des robots façon picking, parce que leur mouvement est parfaitement répétable, etc. C'est pas le positionnement logistique, c'est pas les sujets qu'on cherche à déployer. Aujourd'hui, on considère qu'un robot de ce type qui ne cherche pas de la haute cadence. Alors c'est quoi déjà de la haute cadence? La logique, le produit qu'on a ici tourne à 300 pics à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, pour des raisons de sécurité en salon. C'est un produit qui monte facilement à 600, 700 à l'heure, sans difficulté. On pourrait le monter plus haut. Le risque après, c'est qu'on échappe les produits et qu'on les lance et qu'ils traversent le hall. C'est pas l'objectif. Donc le couple cadence-produit est important. Il y a des produits sur lesquels on peut aller très très vite et il y a des produits où il vaut mieux aller plus doucement. Quand on manipule du sac de croquettes de 15 kg, si on le jette au loin, ça devient difficile ou ça peut être fragile. Donc il y a une notion de cadence. Et dans la cadence dans laquelle on travaille, c'est-à-dire 600-700 pics heure, pourquoi on s'aligne sur cette cadence-là? C'est souvent la cadence de la machine de packing qu'il y a derrière. Et ça permet d'avoir finalement une certaine symétrie dans la construction de chaîne. C'est des produits qui vont osciller entre, on va dire, 135 165 000 euros, suivant le type de préhenseur qu'on va mettre derrière. C'est globalement cette fourchette de 30 000 euros, c'est des choses qui permettent d'adapter finalement les préhenseurs, parce qu'à une typologie d'articles, là aujourd'hui avec les articles Maton, on travaille avec des systèmes de ventouses très très molles pour absorber un maximum de choses. Vous auriez un produit beaucoup plus lourd ou plus difficile ou plus malléable quelque part. On travaillerait avec des pinces ou avec des systèmes de préhenseurs un peu différents. Donc voilà, les systèmes de robots, on n'a pas prétention à vendre le meilleur système de picking du monde ou le plus rapide. On a prétention à trouver un système le plus performant par rapport à la réalité des opérations en entrepôt dans le monde qui est le nôtre et qui est un monde incertain, qui est un monde évolutif et un monde dans lequel on ne maîtrise pas le packaging du produit qu'on va manipuler dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Donc c'est cette gestion de l'incertitude qui est d'ailleurs l'ADN de la boîte qu'on cherche à proposer à nos clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces robots de picking?
Ben moi, oui. Ah ben, non, sinon, moi, vous l'avez évoqué tous les deux, mais le lien qu'il y avait avec la machine d'emballage 3D qu'il y a derrière, qu'il s'agit d'alimenter en continu, et en amont du robot, il y a quoi? Dis-moi, les produits, ils arrivent comment jusqu'au robot et comment ça s'inscrit comme ça dans un parcours de traitement? Alors, le robot intervient en fin de ramasse globale qu'on va faire pour des commandes mono-articles. On a un humain, une personne qui va faire une ramasse globale en picking tout à fait classique, et à la fin qui va venir mettre le bac sur un petit convoyeur, et le robot va venir traiter ce bac ensuite. Donc c'est de la ramasse préparation manuelle ou semi-automatisée, et on automatise la fin de ligne. On pourrait imaginer robotiser le début, mais dans le process Maton, ça fonctionnerait pas. Et vous remontez la chaîne de la gare de tri, l'emballage, au picking. On a commencé par la fin. Comme souvent dans un entrepôt. Il y avait une autre question chez monsieur. Juste encore une question de curiosité. Sur l'efficacité performance du picking, on disait qu'on ne vise pas le 100% parce que sinon c'est hors de prix. Oui. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on cherche uniquement à viser un monopréhenseur au bout du robot? Ou est-ce qu'il y a des cas d'études où on se dit il faut peut-être avoir 2, 3 préhenseurs? Comment ça marche? Est-ce que ça peut s'interchanger automatiquement? Techniquement, oui. Aujourd'hui, les robots de picking multipréhenseurs qui changent eux-mêmes leur outil sont disponibles sur le marché. On sait faire, ce n'est pas d'une complexité rare. On considère même chose qu'il vaut mieux déployer aujourd'hui plusieurs stations si on est en capacité côté soft d'identifier j'ai une gamme de textiles et j'ai une gamme d'accessoires. On sait dans le WMS où envoyer quel type d'article. Dans ces cas-là, on imagine 2 types de préhenseurs et non pas un préhenseur interchangeable parce qu'on crée un surcoût sur le robot qui est finalement quasiment 30% le coût d'un robot supplémentaire. Donc il vaut mieux avoir une solution de backup avec un robot avec un outillage différent, sachant que dans toutes les installations, on a un robot ou potentiellement X robots, on pourrait en avoir 10, et on a également une garde traitement manuel, parce que le robot, une fois qu'il a essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va parfois échouer, et cette gestion de l'échec, si je puis dire, elle va être sur un traitement mano qui permettra soit de se dire, tiens, c'est un enchevêtrement de produits inédits, ces produits-là sont bien automatisables, donc on les laisse automatiser dans le WMS, soit on fait de l'enrichissement pour que côté WMS, cette typologie de produits ne soit plus adressée sur des gares de traitement automatisées, mais sur des gares de traitement manuelles, comme pourrait l'être un calage spécifique ou un asilage particulier dans une préparation de commande. Donc tous les cas de figure sont envisageables. Dans notre ADN, on n'impose pas un type de préhenseur, on n'impose pas un mode de préparation, parce que la conviction, encore une fois, c'est qu'autant d'entrepôts, autant de réalités. Donc on a un positionnement qui est un peu différent de certaines solutions qu'on assume. Voilà. Je rebondis juste sur ce point. Vous disiez, pour qualifier un produit et sa capacité à être saisi par le robot et à inscrire cette information dans le WMS, voilà, ça relève de l'expérience. Mais est-ce qu'il y a aussi eu un travail pour muscler la capacité de reconnaissance du robot en l'alimentant avec, alors pas tout et n'importe quoi, mais avec plein de choses pour est-ce qu'il y a cette dimension d'entraînement du robot au préalable? On voit les experts. C'est une question dangereuse au sens où vous avez plein de façons. Soit vous cherchez à reconnaître une forme que vous connaissez déjà. C'est comme ça que fonctionne la majorité des robots de picking du marché. Soit en fait ils savent ce qu'ils vont attraper, donc ils cherchent à repérer ça. Soit ils identifient une forme et ils se disent ça ressemble à une bouteille, donc c'est une bouteille, donc je vais l'attraper comme ça. Nous, notre parti pris, c'est de se dire ça marche très bien en sortie de stockage automatisé par exemple, où la plupart des bacs sont des bacs mono. Donc vous avez une seule ref à l'intérieur, on est capable finalement d'être beaucoup plus efficace. Et ça, in fine, ce que vous voyez dans la plupart des publications, c'est ce type-là d'activité, c'est assez simple, je mets quelques guillemets, mais c'est quand même plus facile. Nous, notre parti pris, c'est pas celui-ci, c'est vraiment de faire de l'abstraction totale, considérant que de toute façon, dans les types d'entrepôts qu'on adresse, on a des ramasses qui sont parfois mano, et les opérateurs ne rangent pas les produits à la ramasse, sinon ils perdraient trop de temps. Donc on ne cherche pas à faire de l'apprentissage de cette façon-là. C'est une autre façon de travailler qui a ses avantages et ses inconvénients, qui se prête davantage à des stockages automatisés,
qu'on sait faire, mais qui sont plus simples et qui sont moins disruptifs que ce qu'on propose sur le stand aujourd'hui. Et justement, en cible de clientèle, vous pensez qu'il y a un potentiel dans des secteurs d'activité particuliers ou dans les entrepôts où, alors je ne vais pas vous citer, mais où c'est un petit peu, non, comment vous avez dit, où il y a l'emmerdement maximum du picking ou ce genre de choses. Ça, c'est pas une cible. Mais comment vous... C'est pas une cible, on n'est pas non plus complètement sado. Si on peut faire plus simple, on fait plus simple. Après, on a comme baseline la démocratisation de l'accès à l'automatisation. Les gens ne vont pas commencer par le robot de picking, ça reste un stade 2 ou un stade 3. Donc on a plutôt prétention à commencer par des fins de ligne ou autres. Après, le fait d'automatiser ce geste, il n'est pas réservé à un secteur d'activité. On le fait dans le pet food, on le fait dans le textile, c'est pas très compliqué. On peut le faire dans absolument tous les secteurs d'activité. Simplement, on est quand même sur un niveau d'automatisation qui nécessite une couche soft un peu épaisse au-dessus, et puis on est sur un niveau d'automatisation par lequel on ne commence pas. Les gens ont un tri, une machine, du packing. Ils ont déjà automatisé finalement tri, étiquetage, packing, et ils ont quelques ruptures de charge à travailler, soit post-ramasse, soit en réception, soit sur l'alimentation d'une machine. Donc c'est plutôt une phase 2 ou une phase 3 d'automatisation, mais elle peut être complètement plurisectorielle. Elle peut être... on envisage de le faire même de manière saisonnière. On est aujourd'hui les seuls acteurs à louer certaines solutions de transitique. Pourquoi demain ne pas louer ce type-là d'opération ? C'est un peu plus touchy au sens où il y a un ramp-up un peu plus long que sur des solutions plus traditionnelles, mais c'est tout à fait envisageable. Et on pense toujours au défi de la préhension, mais celui de la dépose, c'est vrai que c'est particulièrement adapté pour des typologies de besoins monoproduits ou dans une commande ou pas. Alors, la typologie de dépose, ça ferait rire les patrons de Roboptic. C'est pas compliqué, au sens faire un Tetris, c'est qu'un algo. Quand vous faites de la pré-palettisation, certains d'entre vous en font peut-être, on sait monter des palettes hétérogènes avec un Tetris complet. La réalité, c'est que sur un plan strictement opérationnel dans nos métiers, on en a très rarement besoin. Et arriver à avoir une solution performante sur du produit très hétérogène, si en multi-schématon, on remplissait la machine 3D avec 6 lignes, en mettant la casserole dans un sens, le truc dessous, etc., techniquement, on saurait le faire. Il s'arracherait un peu les cheveux quelque temps, mais ça n'a pas de productivité et d'intérêt en termes de déploiement. Donc c'est une solution qui sur le plan technique peut séduire, qui sur le plan opérationnel ne sera pas déployée. Au même titre que la palettisation full hétérogène, ça fait 3 ans qu'on sait le faire. Les cas d'application, les cas de figure en palettisation full hétérogène sortis des grandes centrales d'achat, de la grande distribution qui réceptionnent de la palette mono, qu'ils éclatent et qui reconstituent en hétérogène en sortie, ça reste des besoins extrêmement ponctuels. Donc intellectuellement, on sait se faire plaisir. La réalité opérationnelle est parfois pas celle-ci. La réalité de nos entrepôts, c'est que du montage de palettes hétérogènes, du full hétérogène en sortie, on en a besoin sur des niches d'activité, mais le gros des entrepôts ne sont pas équipés avec ce type-là de technologie, quand bien même elles soient finalement pas très compliquées à déployer. Très bien. Alors moi, j'ai un petit peu épuisé mon stock de questions. Messieurs, est-ce que vous avez une phrase de conclusion ? Alors moi, la conclusion, et que je prends aussi pour moi-même, c'est qu'il faut aller voir sur le stand B30 pour voir le robot en question en action. Oui, en conclusion, encore merci d'avoir participé. Alors ça éveille une certaine curiosité chez vous. Venez nous voir. Merci aux équipes de Roboptic pour leur développement, parce que c'est aussi des gens qui sont nés dans l'industrie qui nous amènent des technologies qui sont intéressantes. Donc c'est une filiale 100% bois et avec lesquelles on a de belles perspectives de développement. Merci Maxime, que je ne refasse pas l'amalgame une troisième fois. Merci Maxime pour l'accueil, puis merci Cyril d'avoir bien voulu jouer le jeu du témoignage, et merci encore, on a encore plein de belles choses à faire. Merci à vous. Merci à vous. Merci.